Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 6 janvier. Une nouvelle vague noire sur le littoral atlantique à La Turballe. Le nettoyage proposé par Total Fina est contesté. Lionel Jospin en déplacement en Dordogne en Haute-Vienne pour évaluer les besoins après les tempêtes. 180 000 foyers sont encore privés d'électricité ce soir malgré l'aide apportée par 1400 experts électriciens étrangers EDF. 2 soldats ont été tués en portant secours aux victimes de la tempête. Et puis le recensement, la France compte en effet 60 186 184 habitants selon le recensement de 99, augmentation très importante de la répartition urbaine. En Tchétchénie, à Grozny, l'armée russe piétine et les doutes augmentent à Moscou après le décompte des soldats morts. Le cinéma s'empare des Indiens Navajo. Nous vous raconterons comment ceux-ci ont permis, grâce à leur langue secrète, le codage hermétique des communications de l'armée américaine pendant la guerre dans le Pacifique. Auparavant, cette information avec vous, Jean-Daniel Fézaquier, de nouveaux cas de listériose, 6 cas. Il y a déjà 2 morts. 2 morts, dont un enfant de 20 jours décédé dans l'Atlantique et une personne de 75 ans. Alors ce sont 2 types de produits, des rillettes et des langotines, c'est-à-dire des langues de porc en gelée qui sont concernées. Elles sont toutes fabriquées par une société sartoise qui s'appelle la société Coudray, mais vendues sous une multitude de marques puisqu'elles peuvent être aussi bien vendues sous les marques Cora, Match, Prédo, Reflet de France, Carrefour, Continent, Champion. Alors pour savoir si vous avez éventuellement dans votre frigo ces produits qui peuvent être dangereux, il y a une information essentielle à lire sur la boîte, c'est ce que l'on appelle le numéro d'agrément. Il est généralement dans un ovale. Et ce numéro d'agrément, c'est le 72 avec un tiret 0,90 et retiré 0,4. Alors, rappelez bien, donc c'est des rillettes de la charcuterie. Ce sont des rillettes, c'est de rillettes porc, mais aussi canard et oie, et des langotines, c'est-à-dire de la langue de porc en gelée, vendues sous tout un tas de marques, ou même parfois même sous aucune marque, mais toutes fabriquées par cette usine, donc avec ce même numéro d'agrément, 72 090 04. C'est le numéro essentiel à retenir. Les rillettes ont une date limite de consommation au 18 février, la langue de porc au 1er février 2000. Si vous avez de tels produits, ne les consommez pas, jetez ces boîtes si vous avez ces produits avec cette date d'agrément. Et si vous êtes enceinte ou si vous êtes une personne qui avait une fragilité, une maladie chronique ou un état de santé défaillant, si vous avez consommé ces produits, allez voir votre médecin qui vous prescrira des antibiotiques de façon à combattre cette infection. C'est très important pour les femmes enceintes en particulier. Alors 6 cas d'hystéria, dont 2 décès, dont un enfant. De produits de la marque Coudray. Merci Jean-Daniel. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet de France 2 ou encore sur le Minitel 3615 code de France 2. Depuis le 12 décembre dernier, depuis le naufrage du pétrolier Erika au large du Sud Finistère, la mer sans arrêt roule ses galettes polluées, noires, compactes, vers les plages et les rochers du littoral atlantique. On croit en avoir fini que ça recommence. Et ce matin encore, à La Turballe, une nappe est venue s'échouer. Et ce ne sont pas les équipes de Total Fina, habillées tout en rouge, avec dans le dos la propreté, c'est notre métier, qui ont rassuré les élus locaux, bien au contraire. Reportage Louis Carzou et Marcel Martin. Ces 3 personnes sont des pompiers. La barque, elle, a été sacrifiée par le comité local des pêches. Quant à Total Fina, ils étaient bien présents aujourd'hui dans le port de La Turballe, comme annoncé à maintes reprises, mais sans doute pas sous la forme prévue. L'arrivée de cette nouvelle nappe efface derrière ses 50 cm d'épaisseur une semaine de nettoyage par la sécurité civile et les espoirs de quelques 320 marins pêcheurs. C'est abominable de voir ça. Abominable, ça devrait même pas exister. Ça a quelles conséquences pour vous? Ça a tout comme conséquence, ça vous rendez pas compte la pollution là? Vous avez vu ça, on peut même pas sortir du bassin là pour aller en mer. La Turballe, ce devait être le symbole de l'aide concrète de Total Fina. 25 personnes, 8 pompes et de bien beaux blousons pour nettoyer les enrochements. Sans oublier un émissaire pour présenter des excuses officielles au maire de La Turballe. Préparez vos prochaines vacances? C'est une côte que je connais bien parce que j'ai beaucoup navigué sur toute cette côte. Mais les rochers vont devoir attendre, car cet après-midi, l'opération du groupe pétrolier s'est retrouvée engluée dans cette nouvelle arrivée d'hydrocarbures. Cette masse qui bloque jusqu'aux propres pompes affrétées par Total Fina, à grand renfort de communiqué. Le produit, je pense, a changé au cours du temps. Avec la flotte voilà, et puis la il se met température. vous n'avez pas compris, il se met en pâte à pain. Voilà. Enfin, je dis pâte à pain, c'est peut-être pas le terme, mais je pense que c'est à peu près ça. Il se solidifie, on a une épaisseur énorme et on a du mal à le capter, quoi. Je crois qu'il a été fait mention de certaines difficultés de démarrage. Si je suis là, entre autres, c'est pour faire en sorte qu'on puisse les régler. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un moment où Total devra arrêter d'avoir des difficultés de démarrage par rapport à cette crise?
quand on n'aura plus démarré, mais qu'on sera dans la phase normale de routine. Une routine qui dure à la Turballe depuis le 27 décembre. Une routine faite de manque de moyens, de lassitude des hommes, de pollution qui épuise même les colères. Bon, vous le voyez là dans l'eau en train de flotter. Bon, je pourrais vous en montrer sur les plages, etc. Bon, les plages, c'est bien sûr une catastrophe pour nous, écologique et économique aussi. Mais là c'est... Ah, j'en ai ras-le-bol. C'est dur. Hein. Chaque nouvelle marée apporte un peu plus d'hydrocarbures devant le port de la Turballe. De plus, la semaine prochaine, on annonce le retour de fortes marées avec un coefficient autour de 100. Bref, la course contre la montre ici semble perdue à un bien mauvais moment. Car le 10 janvier, dans 4 jours, c'est l'ouverture de la pêche aux anchois, la principale ressource du port de la Turballe. D'autres sites tests dans 4 départements pollués par le fioul de l'Erika verront également arriver ces fameuses équipes de nettoyage mandatées par Total-Fina. Ainsi, Beauvoir et Bouin en Vendée, les îles de Groix et de Belle-Île dans le Morbihan et Moëlan-sur-Mer dans le Finistère. Tandis que le parquet de Paris ouvrait une enquête préliminaire sur un incident survenu lors de la garde à vue du capitaine du pétrolier Erika, c'était le 13 décembre dernier, des documents sur ce pétrolier ont été mis à disposition des collectivités locales et organismes professionnels. La pêche à pied sur les côtes touchées par la pollution est dangereuse. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recommande son interdiction. Les coquillages seraient impropres à la consommation et déjà quelques poches d'huîtres situées en pleine mer dans la baie de Bourgneuf, en Loire-Atlantique, auraient été atteintes par des boulettes de fioul. Le ministre de l'Agriculture et de la Mer, Jean Glavany, rencontrait aujourd'hui en Charente-Maritime, à Marennes-Oléron et à Bourse-Franc des conchiliculteurs très inquiets, non pas par la marée noire, mais par les tempêtes. Des tempêtes qui auraient provoqué plusieurs centaines de millions de francs de dégâts dans leur parc. Reportage François Privat, Philippe Ritten. Désormais, les parcs sont vides. La tempête, la force de l'eau ont emporté les huîtres d'élevage disposées habituellement à même le sol. À coups de fourche, on remplit les paniers pour sauver quelques coquillages. Toutes les huîtres que l'on aurait pour l'an prochain, pour Noël prochain et dans 2 ans sont là, c'est parti, c'est... Comment vous dire, c'est billoqué, il n'y a aucune explication à donner, c'est moitié mort. Et celles que l'on ramasse, le peu qui reste, à peu près 10%, bon, eh ben, on peut compter qu'on va en perdre encore la moitié. Hein. Vous savez, on a un métier très dur et là, c'est décourageant. Hein. Décourageant de voir ça. Hein. Moi, j'arrive à la retraite, et arriver à la retraite à avoir... puis trouver ça, ben, c'est décourageant. C'est tout ce qu'on peut dire et je parle au nom de tous mes collègues hein, parce qu'ils sont tous pareils, ils sont touchés tous pareils hein, là. Hein. C'est la misère. Aucune assurance ne couvre les huîtres d'élevage. Pour les ostréiculteurs de Marennes-Oléron, il s'agit donc d'une perte sèche. Les huîtres sont parties et dans la lame, elles sont roulées, elles diminuent, elles sont abîmées, elles prennent du sable et la moitié d'entre elles meurent. Là, par exemple, sur ce banc, comme de l'autre côté à Port-des-Barques, c'est pratiquement une perte totale. À terre, ce sont des dizaines de cabanes que l'on ne pourra réparer. Côté matériel, des tracteurs, des trieuses ou encore des laveuses sont définitivement hors d'usage. Laurent Grenon devra reconstruire son établissement, mais son élevage en mer n'a quasiment pas été touché. C'est-à-dire en gros, qu'avez-vous perdu? À peu près 150 000 francs, mais que ici. Mais après, c'est sur les terrains, il faudra voir. Et les navires sont endommagés aussi. Je ne sais pas, j'ai peut-être perdu pour 200 000 francs, 200 ou 300 000 francs, je ne sais pas. Plus de 10 jours après la tempête, les ostréiculteurs de Marennes-Oléron arrivent à peine à évaluer leurs pertes. Première estimation, 400 millions de francs. De son côté, le Premier ministre se déplaçait aujourd'hui en Dordogne et en Haute-Vienne pour évoquer avec les élus ou encore les habitants de ces départements sinistrés les conséquences des 2 tempêtes. Reportage David Imbert et Jacques Caprielian. Il y a 10 jours que l'on s'éclaire à la lampe à pétrole et que l'on se chauffe au feu de bois dans cette famille. Des maisons privées d'électricité comme celle-ci en Dordogne, il y en a encore aujourd'hui près de 50 000. Je vais vous montrer la fraîcheur des chambres de la salle de bain, c'est impossible, on ne peut pas se laver dedans. Tellement que c'est gelé, quoi. C'est un des départements les plus touchés par la tempête, tout particulièrement cette zone qui vit premièrement de l'exploitation du bois. Le spectacle qu'offre la forêt suffit à comprendre le désastre. Deuxièmement, de l'agriculture, de l'élevage. Exemple, dans cette ferme qui ne survit que grâce à l'arrivée d'un groupe électrogène. Je pense que dans les jours à venir, on va être mal. Oui, mais on va aller vers le mieux quand même. Hein. C'est dans le sens qu'il faut s'orienter. C'est à souhaiter. On va compter sur vous. Difficile ici de redonner de l'espoir. On ne pourra pas y arriver. Hein. Sans l'aide de l'armée, c'est impossible.
L'État assumera toute sa part. Voilà en tout cas le message que le Premier ministre est venu aujourd'hui délivrer, cette fois pour tout le pays. La facture est gigantesque. EDF à elle seule devra débourser 17 milliards. Lionel Jospin, lui, annoncera la semaine prochaine, le 12 janvier, les moyens, mais surtout l'enveloppe que l'État va consacrer aux sinistrés. Mais dès aujourd'hui, le gouvernement lance des pistes, facilité dans le paiement des impôts pour les plus démunis, mise en place de la procédure des calamités agricoles. La solidarité sera maximale. Hier, c'est Jacques Chirac qui la réclamait. Je suis toujours heureux quand le président de la République nous accompagne dans nos efforts et dans notre travail. La responsabilité du gouvernement, elle est de prendre des mesures au niveau national, parce qu'il y a des problèmes dans de multiples régions du pays. Mais il faut que ça s'applique aux réalités concrètes. Concrète et locale, explique Lionel Jospin. Voilà pourquoi il effectue aujourd'hui sa deuxième visite sur le terrain. Le chantier commence à peine. En Dordogne, par exemple, certains disent qu'il faudra un siècle pour que le paysage redevienne ce qu'il était avant la tempête. Et puis il y a quelques instants, le Premier ministre à Nontron, en Dordogne, vient d'annoncer le décès de deux soldats qui avaient été mis à la disposition d'EDF pour réparer les dommages causés par la tempête du 27 décembre. Selon l'entourage du Premier ministre, il s'agit d'un sergent et d'un appelé du 60e régiment d'artillerie basé à Beaumont, c'est près de Chaumont. Ils surveillaient pour EDF un groupe électrogène en Haute-Marne et selon cette même source, ils sont morts asphyxiés par le chauffage du bungalow où ils étaient logés. Donc décès de deux soldats victimes du fait qu'ils étaient là pour réparer les dommages causés par la tempête. Le travail des agents EDF permet un rétablissement du courant pour plusieurs milliers de foyers chaque jour. Ce soir, il reste encore 170 000 foyers privés d'électricité en Dordogne, Charente-Maritime et en Haute-Vienne principalement. Et puis ce sont encore 150 000 lignes téléphoniques qui sont hors d'usage ce soir, a indiqué France Télécom. L'opérateur a rétabli 50 000 lignes dans la journée. L'EDF a pourtant reçu le renfort de 1400 experts étrangers avec leur matériel et plus de 500 véhicules spécialisés. 14 pays se sont mobilisés pour cela. Dans l'urgence, l'EDF a fait appel à ses homologues européens pour obtenir des câbles électriques et reconstruire les lignes haute et basse tension. Ainsi, 2000 tonnes de câbles ont été fournis par la Société nationale d'électricité italienne. 2000 tonnes transportées grâce à un véritable pont aérien entre Venise, Naples et La Rochelle. Reportage Alain Dubas. L'armée au secours de l'EDF. Ces hommes de l'armée de l'air, à bord de leur Transal, font route pour récupérer des tourées de câbles à Venise en Italie et les transporter à La Rochelle en France. 18 avions au total sont prévus entre l'Italie et les régions françaises. 120 tourées, soit 60 km de câbles électriques, vont être transportés par ce pont aérien militaire. La logistique a été mise en place dans l'urgence. Ce qui est un peu difficile, c'est la logistique. On voit qu'ici, on a un peu de mal, on n'a pas trop de personnel pour faire les palettes. Ça va commencer à se mettre en place, on n'est que le deuxième jour. Bon. Apparemment, il y a d'autres pays qui sont en train de fournir, c'est en train de se monter, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est l'Italie. Lorsque l'avion se présente à l'atterrissage en début de nuit à La Rochelle, tout est prêt pour le déchargement. Personnel militaire et de l'EDF travaillent côte à côte afin d'acheminer le câble sur les zones sinistrées. Une partie va être dirigée vers Angoulême, l'autre dans la région de La Rochelle. Et le chantier est terminé là. Alors ce qu'on a fait, le poteau, vous voyez, là-haut était endommagé par la tempête. Donc les câbles ont été coupés pour dégager les routes. Et nous, ce qu'on a fait, on a rétabli la liaison 90 000 pour redonner du courant. Malheureusement, on avait oublié un détail. Les techniques italiennes et françaises sont différentes. Les raccordements ne sont pas compatibles. Il va falloir improviser. On espère pouvoir réalimenter, mais on a encore beaucoup de supports cassés. Donc, en ce moment, il y a des équipes qui sont en train de forer pour implanter des supports. Et dès que ce sera fait, on pourra remonter les lignes. Malgré les efforts d'un millier d'hommes, la nuit qui s'annonce risque d'être en Charente-Maritime aussi noire que les précédentes. Autre exemple de présence solidaire étrangère venue de Belgique. Ils sont 112 en Aquitaine aux côtés d'EDF et puis 154 militaires du génie belge travaillent depuis hier matin à Jonzac en Charente-Maritime. Le ministre de la Défense du Royaume de Belgique s'est même déplacé. Enfin, le président de la Poste a débloqué une aide d'urgence de 50 millions de francs pour réparer les bureaux endommagés. Et puis un programme de plantation de 200 000 arbres en France est annoncé par les enseignes membres de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. Et puis, nouvel exemple de reconstruction après les intempéries, c'est en Dordogne, à 10 km de Bergerac. Sophie Mézel et Valérie Lucas se sont rendues à Gardonne, chez un producteur de pruneaux, dont l'exploitation de 11 hectares est en grande partie détruite. Ces arbres étaient robustes, ils offraient 10 tonnes de pruneaux par an. Mais ici aussi, le vent a été cruel. Tous à terre ou presque, les racines à la merci du dessèchement et des courants d'air. Aujourd'hui, on leur offre un traitement de choc, une thérapie expérimentale
en les redressant à la force des pelleteuses. Tous les gars du coin sont venus donner un coup de main. Vous pensez que ça a une chance de fonctionner? Les racines sont abîmées, non? Oui, mais quand même, ils se sont couchés, ils n'ont pas été complètement arrachés, alors ils ont une chance quand même de pouvoir repartir. Et puis en les taillant, on va les rabattre un peu pour pouvoir les faire repartir, quoi. À présent, ils puisent leur force sur ces attelles de fortune. Depuis 3 jours, dans les vergers des Costes, 650 arbres ont été redressés. Si ça marche pas? Ça marche pas, mais on fait revenir les pelles, mais Et on seul, abat les arbres on arrache. Combien de temps vous donnez pour voir si ça marche? Je ne sais pas, 1 an, 2 ans. Parce que je pense qu'il y a des arbres qui vont pousser, d'autres qui vont bien reprendre, certains vont péricliter. Je pense qu'il y aura une mortalité sur plusieurs années, 2-3 ans au moins. Dans le verger d'à côté, les pruniers avaient plus de 30 ans. Trop vieux pour ployer, ceux-là sont irrécupérables. Il y a un petit peu moins de casse, regardez, c'est pareil. Quand on se penche, on regarde à l'intérieur, c'est pareil. Parier sur la reprise des arbres, les paysans le savent, c'est un coup de poker. D'autant qu'il faut réinvestir encore de 30 à 40 000 francs par hectare pour un résultat très incertain. On est amoureux de notre métier, nous on est content quand on fait des prunes, qu'on a une belle récolte. On sait faire ça, on s'est battu pour être au top. Hein? On s'est battu pour être au top. On va baisser les bras maintenant, on va essayer quand même encore. Demain, les pelleteuses changeront de verger. Avec près de 120 000 arbres à terre, c'est toute la vallée des Pruneaux qui va tenter sa chance. En politique, Charles Pasqua prend de l'avance, beaucoup d'avance, puisque plus de 2 ans avant l'élection présidentielle, il s'est déclaré aujourd'hui candidat au nom du Rassemblement pour la France au RPF. On affirme qu'il s'agit de montrer que les choses vont bien entre Philippe de Villiers et Charles Pasqua. Commentaire Arnaud Boutet avec Claude Barnier. Lorsque la crise est là et qu'elle divise son parti, Charles Pasqua n'a qu'une technique, créer la surprise. Mais ce matin, il exigeait de la discrétion. Interdiction aux journalistes d'approcher les 16 membres du bureau politique. C'est dans un salon du Sénat, loin des regards, que le RPF a décidé de laver son linge sale. Il devait se prononcer sur une éventuelle sanction contre Jean-Charles Marchiani. Depuis des mois, l'ancien préfet du Var défend avec Philippe de Villiers une ligne à droite toute que refusent les amis de Charles Pasqua. Les deux camps en sont même venus aux mains. Mais aujourd'hui, à la sortie, rien de tout cela. Charles Pasqua annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Pour défendre les idées auxquelles je crois et dont je pense qu'elles ne seront défendues par personne d'autre. Et pourquoi si tôt? Voilà. Pourquoi partir si tôt dans la campagne? Parce qu'il vaut mieux commencer tôt par rapport aux autres. Objectif atteint, la candidature Pasqua relègue au second plan les divisions du RPF. Il n'y a rien changé pour vous alors? Absolument rien. C'était une tempête dans un verre d'eau tout ça. Avant de partir, on voulait présenter cette fois devant les journalistes l'image d'une famille unie. Mais derrière les sourires demeurent des clivages politiques qui sont encore loin d'être réglés. Après Renault hier, c'est Peugeot et Ford qui annoncent des records de vente de véhicules pour 99. 2 516 000 voitures, c'est un record historique pour Peugeot Citroën. 4 163 000 véhicules vendus aux États-Unis pour Ford, c'est aussi un record. D'autres chiffres. En 1999, il y avait 60 186 184 habitants recensés en France. En 10 ans, c'est une augmentation de près de 2 millions de personnes. La France s'est surtout urbanisée, principalement avec le développement des grandes métropoles. On cite en tête Toulouse, Nantes, Rennes, Montpellier ou encore Marseille. Ces villes ont attiré des populations actives nouvelles. Nous avons choisi l'exemple de l'agglomération d'Aix-Marseille et de la commune d'Oriol pour illustrer le développement des communes périurbaines, celles où, dit-on, où les anciens habitants des centre-ville trouve que la vie est vraiment plus belle. Reportage Mickaël Darmon et Jean-François Bramard. À 30 km de Marseille, la grande ville, Oriol, un village en pleine expansion. En 24 ans, la population de cette commune au caractère provençal n'a cessé d'augmenter. 3500 habitants en 1975, 9000 en 1999. Ici, l'immobilier explose. Oriol a de plus en plus de succès, surtout auprès des ménages actifs. Le mari et la femme qui travaillent, 2 enfants, un qui travaille sur Marseille, un sur Aix, donc Oriol c'est le bon compromis. Avec les infrastructures, ça permet d'avoir les enfants à l'école, etc. Donc, et puis bon, des budgets moyens, je dirais, hein, autour d'1 million, c'est la plus forte demande. On a développé notamment les autobus urbains. Je me plais à dire que les paysans, la première fois, les gens de la terre, voyant nos bus sillonner la campagne, n'en sont pas toujours pas revenus.
Auriol illustre bien ce phénomène de développement de la périphérie de l'aire urbaine Marseille-Aix-en-Provence. Ici, près de 40% de la population travaille dans ces deux grandes villes, tout en vivant presque à la campagne. On parle alors de rurbains, des citadins en cadre rural. C'est le résultat d'un long processus. La volonté politique d'il y a une trentaine d'années d'instituer une sorte de contrepoids à l'ère parisienne a effectivement réussi dans ce domaine. Et l'ère de Marseille-Aix-en-Provence est l'une des plus contributives à la croissance démographique du pays. Avec près d'1 400 000 habitants, l'axe Marseille-Aix-en-Provence est la troisième zone urbaine du pays. Elle concrétise à sa manière une évolution des comportements en France. La ville a tendance à se rapprocher de la campagne. En Tchétchénie, l'offensive militaire russe est stoppée par le mauvais temps, mais stoppée aussi par une résistance acharnée des indépendantistes islamistes tchétchènes qui ont organisé la défense de Grozny, la capitale, de façon très efficace, tout en provoquant de nombreux morts parmi les militaires russes, ce qui perturbe l'opinion publique à Moscou. Reportage de notre envoyé spécial Laurent Boussier avec Jean-François Renou. Réfugiés en larmes, cadavres de soldats russes en gros plan annoncent des contre-attaques tchétchènes depuis 2 jours. NTV, la grande chaîne de télévision privée russe, modère son soutien à la guerre et laisse percer ses critiques. Il faut dire que sur le terrain, la situation se complique. Malgré près de 1000 morts dans leur rang, malgré des bombardements incessants et des assauts d'infanterie répétés, les 30 000 soldats russes qui encerclent Grozny n'arrivent pas à franchir, n'arrivent pas à percer le triple réseau défensif tchétchène. Les Tchétchènes, avec l'aide de spécialistes étrangers, ont commencé à préparer la défense de Grozny depuis 1996. En plus, Grozny, comme toutes les villes du Caucase du Nord, dispose d'un système de caves reliées par des souterrains qui forment un véritable réseau. C'est une ville sous la ville. Un réseau complet de bunkers et de galeries souterraines, des tranchées remplies de pétrole auxquelles ils mettent le feu quand ils se replient, et des milliers de mines antipersonnelles et antichars. Tout a été mis en œuvre par les militaires tchétchènes pour compenser en ville la supériorité numérique des Russes et leur puissance de feu. Dans les quartiers de Grozny où l'armée fédérale est entrée, de petits groupes de 3, 4, 5 miliciens tchétchènes armés de lance-grenades, de mitrailleuses, de fusils d'assaut harcèlent les soldats russes, puis, insaisissables, disparaissent dans les ruines. Pour éviter un échec complet devant Grozny, les généraux russes multiplient depuis le début de la semaine les bombardements dans les montagnes du sud. Un changement de tactique qui pourrait n'être qu'une fuite en avant. La plupart des spécialistes savent qu'on ne gagne pas ce genre de guerre. Oui, mais voilà, le nouveau président russe par intérim, Vladimir Poutine, a absolument besoin d'une victoire, même symbolique. D'abord, pour commencer à négocier avec les leaders tchétchènes les moins extrémistes, et puis surtout, pour se présenter en position de force aux prochaines élections présidentielles. Ce soir à Grozny, les soldats russes sur le front célébreront le Noël orthodoxe dans la boue et avec peut-être un petit peu de vodka, car il n'y aura pas de célébration religieuse. En revanche, l'ex-président russe Boris Yeltsin fait feu de tout bois à Jérusalem, où il est invité pour ce Noël orthodoxe avec tous les honneurs d'un chef d'État. 150 chambres pour son entourage et là aussi de la vodka, ce qui lui permet de prédire la fin de la guerre en Tchétchénie pour dans quelques semaines, dit-il. Correspondance à Jérusalem, Charles Anderlin et Mossi Harmon. Longue journée pour le pèlerin Boris Nikolaïev Yeltsin. Elle a commencé à 9 h ce matin dans la vieille ville de Jérusalem par le patriarcat grec orthodoxe. En compagnie des présidents géorgiens, ukrainiens et bélarusses, le célèbre retraité a reçu l'ordre du Saint-Sépulcre des mains du patriarche Diodoros Ier. Monsieur Yeltsin ne résiste pas aux caméras. Ici, il déclare que le conflit en Tchétchénie durera 2 mois et qu'ensuite le drapeau russe flottera sur Grozny. Retour à l'hôtel pour un bref repos. La direction a bien fait les choses. Le lit a été rallongé de 20 cm. Pas de chocolat sur l'oreiller. Les sucreries lui sont interdites. Un encas a toutefois été prévu. Midi, déjeuner chez le président israélien Ezer Weizmann. Et là, Boris Yeltsin annonce « J'ai promis que dans 1 mois, nous en aurons terminé avec les terroristes tchétchènes ». Il lève son verre à l'amitié entre les peuples russes et israéliens. 2 heures plus tard, arrivé à Bethléem où l'attendait son vieil ami Yasser Arafat, qui l'a invité au repas d'Iftar à l'issue du jeûne du Ramadan, en compagnie de 6 chefs d'État de pays européens
à majorité orthodoxe. En ce moment, Boris Yeltsin assiste à un service religieux dans l'église de la Trinité à Jérusalem. Il n'ira pas à la messe de minuit, trop tardive, dans la basilique de la Nativité à Bethléem. À Moscou, le président par intérim Vladimir Poutine a lui aussi félicité tout le monde et souhaité un bon Noël orthodoxe à ses compatriotes. Mais en Serbie, à Belgrade, où le réveillon de ce soir se prépare, nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Emmanuel Beck ont bien compris que la population serbe n'avait pas franchement le cœur à la fête. Ils ne sont pas très nombreux à donner une note de gaieté pour ce premier Noël de l'après-guerre. Seuls quelques tziganes donnent le ton. Pourtant, la tradition est respectée. Chacun doit poser au pied du sapin une branche de chêne. Pourquoi? Lui nous a dit qu'il n'en savait rien. Pourtant, on l'aura compris, c'est pour avoir droit à un peu de bonheur et la politique reprend ses droits. Il faut changer de régime. Moi, je ne fais pas de politique, mais je voudrais bien que tous les Serbes se mettent d'accord. Il faut que l'Amérique cesse de nous maltraiter pour que l'on puisse vivre et travailler. Slavica et sa fille Tijana ont fait leur choix. La famille n'est pas pratiquante, mais la tradition est la plus forte. Le dîner de ce soir sera accompagné de poissons et de fruits secs, surtout pas de viande, toujours selon cette tradition. Au pied de l'arbre de Noël, des cadeaux bien modestes. Une brosse à cheveux, une trousse de toilette vide et quelques sucreries. Mais tout de même, un peu d'espoir. On ne peut pas laisser nos jeunes et donc notre intelligence partir en Europe. Car sinon, que nous resterait-il? De toute façon, nous sommes des Européens. Pour ce premier Noël de l'après-guerre, chacun cherche ici à retrouver un peu d'espoir, au moins pour quelques heures. Mais en 6 mois, la situation n'a pas changé. Slobodan Milosevic est toujours président, l'embargo occidental est maintenu et les gens se demandent toujours ici pourquoi on leur a fait la guerre. Fin du Ramadan demain en Algérie où l'on craignait le pire pendant toute la durée du jeûne. Les comptes macabres font état d'environ 200 morts attribués aux islamistes. C'est un bilan lourd, mais tout est relatif, y compris en termes d'assassinats ou d'attentats, moins important que les années précédentes. Explication avec Thierry Tullier. Ce devait être le Ramadan de la Concorde. À Garnane, un douar à l'ouest d'Alger, il a été sanglant à l'image des années précédentes. 6 morts et 13 blessés au moins, mitraillés dans la nuit de lundi à mardi dans l'unique café du village. Aucune revendication bien sûr, mais l'attentat est imputé par les autorités aux islamistes armés. Djeloul est un des rescapés. Le village, nous dit-il, n'a pas d'éclairage. C'est le noir total. On ne les a pas vus venir, c'est comme ça qu'ils peuvent attaquer. La première fois, on les avait repoussés, pas cette fois-ci. Pendant ce ramadan, il n'y a donc pas eu de trêve, pas dans les campagnes en tout cas. Partout dans les cimetières du pays, des familles continuent de pleurer leurs morts. Le contraste est saisissant avec Alger, totalement épargné cette année. Les Algérois, en cette veille de l'Aïd, fête religieuse et familiale, se pressent dans les marchés pour les derniers cadeaux. Même l'annonce par la presse de la dissolution du bras armé du fils est accueillie avec prudence. Souhaitons qu'elle soit la bonne. Qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas la mer à boire. On ne demande que la paix. Ce 31 décembre, il n'est question que de ça dans la foule qui fête l'arrivée de l'an 2000. Au moment même où les questions se posent sur les chances de réussite de la politique de réconciliation du président Bouteflika. La famille Clinton déménage, non pas que le mandat du président américain soit achevé, il lui reste encore 1 an, mais Hillary Clinton ayant décidé de tenter sa chance au poste de sénateur de l'État de New York, le couple présidentiel a acheté cette maison de style colonial anglais à Chappaqua, qui est une petite ville résidentielle à 60 km au nord de New York. Levée partielle du secret défense sur des documents concernant la disparition en octobre 65 à Paris de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka. La décision a été prise par le ministre de la Défense, Alain Richard, à la suite de la demande d'un juge d'instruction. Jusqu'à présent, toutes les demandes en ce sens s'étaient soldées par un échec. Une demande de grâce médicale a été déposée pour Maurice Papon il y a une dizaine de jours. M. Papon a été transféré à l'hôpital Salpêtrière en raison de difficultés cardiaques, comme nous vous l'annoncions dès hier soir.
Et puis du cinéma avec Hollywood qui s'intéresse aux Indiens Navajo. Un prochain film devrait raconter comment le langage de ces Indiens a permis à l'armée américaine de communiquer en toute sécurité pendant la guerre du Pacifique et notamment la bataille d'Iwo Jima. Pour France 2, Pascal Deschamps et Jean-Louis Melin ont retrouvé, c'est en Arizona, quelques anciens combattants Navajo devenus des héros de guerre. La guerre des Blancs a fait irruption un beau matin dans la vie de Roy, John et Howard, 3 Navajo parmi tant d'autres. Je ne pensais pas me retrouver là-bas. C'était dur, mais on l'a fait. Je n'ai jamais été blessé et j'en suis revenu. Ils avaient entre 17 et 22 ans lorsque le fils d'un missionnaire installé dans la réserve a eu l'idée d'utiliser leur langue, une des plus complexes au monde, pour coder les messages militaires américains. Et c'est ainsi qu'une centaine d'Indiens Navajo se sont retrouvés sur la ligne de front, recevant et donnant les informations stratégiques au nez des Japonais qui, comme le montre cette fiction, n'ont jamais rien compris. Ils n'ont jamais saisi le sens de nos paroles. Et ils n'arrêtaient pas de nous insulter par radio interposée. On utilisait des noms d'espèces d'oiseaux pour parler des différents avions. Pour les bombes, on disait les œufs, parce qu'il n'y a pas de mots comme cela dans la langue Navajo. Les décorations américaines côtoient les symboles Navajo, chemise jaune, la couleur du maïs et bijoux en turquoise. Ces hommes n'ont jamais oublié qui ils étaient. Et lorsqu'ils sont revenus, ils sont passés entre les mains d'un médecin pour se purifier des horreurs de la guerre. 2 jours après notre retour, ils ont tenu une cérémonie, la cérémonie de l'ennemi. Elle a duré 4 jours de jeûne et de prière. Après ça, vous redeveniez un vrai Navajo. Un vrai Navajo. Perdu dans la nature, un monument a été érigé à la gloire des vétérans Navajo de toutes les guerres. John et Howard viennent parfois y lire les noms de leurs camarades codeurs morts au combat, sous le regard des rares touristes américains qui ont fait le déplacement. Je pense que tous les petits Américains devraient apprendre l'histoire des Indiens. Et pas seulement celle des codeurs Navajo, mais tout le reste aussi. Et je vous remercie, les gars. Merci pour avoir servi l'Amérique. Oui, mais les codeurs Navajo sont absents des livres d'histoire, tout comme la confiscation de leurs terres un siècle plus tôt. Seules quelques tombes clairsemées au bord de la route 12 rappellent aux visiteurs le sacrifice de leurs guerriers. Du sport avec le rallye automoto Dakar-Le Caire, première étape aujourd'hui, je vous rappelle que c'est sur France Télévisions, entre Dakar et Tambacounda au Sénégal, soit 594 km, dont 284 km de spécial. Premier résultat, premières impressions avec nos envoyés spéciaux Florent Gautreau et Christophe Vignal. Un grand bond en avant, comme un soulagement, alors que paradoxalement le plus dur est à venir. Un grand jour sans doute pour Mamelles Diallo, le motard sénégalais, et pour tous les autres amateurs qui rêvaient de ce Dakar de l'an 2000. Un jour de fête aussi pour les habitants de la capitale qui ont vu s'élancer dès l'aube les concurrents impatients. Mais l'euphorie des premiers tours de roue s'est vite dissipée pour laisser place à la compétition. Les 400 concurrents, un record de participation, ont vite oublié la place de l'indépendance. Premier parti, première arrivée, Richardson s'était lancé à 7 h ce matin et il a remporté la première étape. Le tenant du titre est déjà aux avant-postes, mais il a déjà chuté une fois et il n'est pas au mieux. Ça fait du bien, mais je ne suis pas en grande forme parce que j'ai une bonne grippe, donc je suis quand même pas mal fatigué. Ce soir, c'est déjà la soupe à la grimace chez les KTM, près de 11 minutes de retard pour Kenny Gardner et des problèmes de moteur pour Meoni. Je me suis préparé pendant une année et après 20 km déjà, c'est cassé le moteur. On a fait 11 000 km et moi après 20 km, je me suis arrêté. La savane sénégalaise a réservé quelques surprises aux concurrents auto. Comme prévu, Jean-Louis Schlesser a un peu souffert. Il termine 6e alors que l'on trouve 5 Mitsubishi aux 5 premières places. Le vainqueur est le Portugais Souza. Cette fois, le rallye est bel et bien lancé. Les premières étapes ne sont pas forcément les plus difficiles, mais la poussière et les ornières vont obliger les concurrents à beaucoup de vigilance. Et ce, dès demain, avec une étape particulièrement nerveuse qui arrivera au Mali.
Voilà, avant la fin de cette édition, je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Tout d'abord, lors de son déplacement en Charente-Maritime et en Dordogne, le Premier ministre a annoncé la mort de 2 militaires chargés des secours aux sinistrés. Ces 2 militaires avaient été mis à disposition d'EDF pour réparer les dommages causés par la tempête. Il s'agit d'un sergent et d'un appelé du 60e régiment d'artillerie basé à Beaumont, c'est près de Chaumont, qui surveillait pour EDF un groupe électrogène en Haute-Marne. Selon l'entourage du Premier ministre, ils sont morts asphyxiés par le chauffage du bungalow où ils étaient logés. Et puis une alerte à la listeria. Il y a 6 cas de listeria détectés, 2 morts dont un bébé. Si vous avez de la charcuterie, notamment des rillettes, qui portent ce numéro d'agrément, le 72 090 04, regardez bien sur les boîtes, attention, jetez-les car ça peut être dangereux. Les cas de listeria sont en effet mortels. Voilà, dans un instant, les prévisions météo de Sophie Davant. Elles seront suivies du point route de Valérie Maurice. À 20h50, Envoyé spécial, le magazine de Paul Naon et Bernard Benjamin. À 0h35, le journal de la nuit avec Florence Duprat. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Laurent Dominati, secrétaire général de Démocratie Libérale, député de Paris. À 13h, vous retrouverez ici même Carole Guesser et Rachid Arabe. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.